Le 3 janvier 2026, à 4 ở cán mường sách đường Mà Tăng, ở Locan, des unités d'opération spéciale américaines mènent un assaut sur un complexe à Caracas. Non moins de 90 minutes, Nicolás Maduro, dirigeant du Venezuela depuis 12 ans et architecte de l'implosion économique en temps de paix la plus catastrophique de l'histoire contemporaine, se retrouve sous la garde américaine. Les réserves pétrolières sont désormais, et sans équivoque, les nôtres. Nhưng volume stupéfiant de 300.000 lats de baril, représentant 17% des réserves mondiales confirmées, une quantité dépassant celle de l'Arabie Saoudite et même celle de l'Irak et de l'U8 combinés. Donald Trump dévoile une initiative de reconstruction de 400 milliards de dollars. Il bâtit cette entreprise, la Renaissance vénézuélienne. En effet, l'assurance est donnée qu'elle se transformera en le Dubaï de l'Amérique du Sud. Si ce récit, état défaillant, pétrole abondant, intervention extérieure et promesse de reconstruction vous semble familier, votre analyse est tout à fait juste. Les événements qui se déroulent au Venezuela obéissent à un schéma historique si constant, si mathématiquement prévisible dans ses aboutissements économiques, que sa reconnaissance en devient irréversible. Ceci n'est pas une simple conjecture. Cela représente la mécanique immuable des cycles économiques historiques. Le schéma sous-jacent est le suivant, composé de 7 phases distinctes. Observez comment le Venezuela remplit méticuleusement chaque critère. Phase 1. La jeunesse de la malédiction des ressources. Une nation découvre des gisements prodigieux de ressources naturelles. Cette découverte, paradoxalement, ne parvient pas à engendrer une prospérité généralisée. Au lieu de cela, elle supplante l'impératif d'un développement institutionnel robuste. Quoi intérêt y a-t-il à construire des systèmes fiscaux fonctionnels, des organes judiciaires impartiaux ou des secteurs industriels compétitifs lorsque le pétrole brut dicte ses propres lois sur le marché? L'année 1940 marqua la découverte capitale des réserves pétrolières du Venezuela. Dès les années 1968, la production quotidienne s'envola pour atteindre 3,5 millions de barils, positionnant la nation comme le troisième producteur mondial de pétrole. L'appareil d'État, cependant, ne parvint pas à cultiver une base économique diversifiée, s'appuyant plutôt sur une simple infrastructure de pipeline et une corruption systémique avérée. Phase 2. L'ère de la nationalisation des ressources et de la cooptation politique des bits. La direction politique saisit rapidement que la domination sur les revenus des ressources offrait une source inépuisable de clientélisme. Dès son arrivée au pouvoir en 1999, Hugo Chavez contraignit les compagnies pétrolières internationales à des co-entreprises, plafonnant leur participation au capital à un simple 40% et neutralisant de fait leur autonomie opérationnelle. PDVSA, l'entreprise pétrolière nationale du Venezuela, fut ensuite instrumentalisée comme un instrument de pouvoir politique. La somme colossale de 981 milliards de dollars de revenus pétroliers accumulés de 1999 à 2011 ne fut ni canalisée vers le développement infrastructurel ni prudemment épargnée, mais plutôt déboursée via des initiatives sociales conçues pour assurer l'allégeance politique et des subventions favorisant la dépendance économique avérée. Phase 3. L'érosion systématique des institutions étatiques. Avec l'afflux incontrôlé de pétrodollars, la compétence professionnelle passa du statut de nécessité à celui de simple option. Historiquement, PDVSA était considérée comme l'une des entreprises pétrolières les plus éminentes et les plus avancées technologiquement au monde. En 2001, elle s'était transformée en un appareil clientéliste peuplé d'adhérents politiques manifestement incapables d'assurer l'entretien des équipements ou une gestion efficace des gisements. Les professionnels de l'ingénierie hautement qualifiés entamèrent un exode massif. Un nombre stupéfiant de 7,7 millions de citoyens vénézuéliens, représentant un quart de la population nationale, ont depuis cherché refuge à l'étranger. Ce phénomène dépasse le simple exode des cerveaux. Il constitue une véritable hémorragie des cerveaux. Confirmé. Phase 4. Le déclin précipité de la production pétrolière. L'effet cumulatif de la maintenance négligée exacerba la dégradation opérationnelle. La production pétrolière chuta de 3,5 millions de barils par jour dans les années 1990 à 800 000 barils projetés d'ici 2025.
Cela représente une contraction vertigineuse de 77%. On estime à 300 milliards de barils les réserves de pétrole brut inexploitées gisant sous son sous-sol. Cependant, la capacité du Venezuela à extraire ses ressources a été gravement compromise. Le salaire minimum mensuel du pays s'élève à un maigre 130 bolivars. Cette somme équivaut à environ 40 dollars américains. Les Nations Unies définissent 2,1 dollars par jour comme le seuil de l'extrême pauvreté. Par conséquent, les travailleurs vénézuéliens subsistent avec moins d'un cinquième de ce seuil de pauvreté internationale. Vérifiez. Phạt sang, le défaut souverain est l'inéluctable spirale de l'endettement. En 2006, les dettes extérieures du Venezuela avaient grimpé à 149,3 milliards de dollars. Ce chiffre représentait 5,6 fois les recettes d'exploitation annuelles du pays. Les défauts de paiement inévitables se sont matérialisés en 2017, les seuls arriérés d'intérêt atteignant 31 milliards de dollars. Le total des engagements financiers, englobant les engagements bilatéraux envers la Chine et la Russie, les emprunts multilatéraux auprès d'institutions comme la Banque mondiale et les instruments obligataires non honorés, a grimpé à 200 milliards de dollars. Le ratio dette PIB du pays a grimpé à un niveau insoutenable de 200%. Cela implique que l'État était endetté de 2 dollars pour chaque dollar de sa production économique annuelle. Confirmé, facile, le spectre de l'intervention extérieure. Des acteurs étrangers engagent une intervention militaire. Les États-Unis appréhendent le président Maduro et affirment un contrôle direct sur les exportations de pétrole du Venezuela. Le président Trump déclare que tous les bénéfices seront acheminés vers des comptes gérés par les États-Unis, détenus dans des institutions financières accréditées internationalement. Il ne s'agit pas d'un financement pour la reconstruction, c'est un acte de spoliation. Confirmé. La phase 7 implique des promesses de reconstruction qui restent invariablement lettre morte. Bien que le Venezuela n'ait pas encore atteint la phase 7, l'issue finale est prévisible compte tenu des précédents historiques observés en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie. Dans chaque cas, le coût projeté de la reconstruction se révèle invariablement d'un optimisme démesuré. Le calendrier du projet s'étire à l'infini et les revenus pétroliers sont invariablement absorbés par des contrats opaques, une corruption systémique et des obligations de service de la dette. Ce schéma récurrent et indéniable. Je vais maintenant démontrer pourquoi le Venezuela est destiné à reproduire méticuleusement cette trajectoire. Nous examinerons 3 études de cas historiques distincts s'étendant sur plusieurs siècles et régions géographiques. Les mécanismes sous-jacents sont précisément les mêmes. Irak 2013. Les États-Unis lancent une invasion, renversant par la suite Saddam Hussein. L'Irak possède 140 milliards de barils de réserves pétrolières documentées, un volume dépassé seulement par l'Arabie Saoudite à cette période. Paul Bremer déclare que les ressources pétrolières de l'Irak seront utilisées pour financer ses efforts de reconstruction, englobant des infrastructures telles que l'électricité, l'eau, les routes et les établissements d'enseignement, ainsi que l'établissement de la démocratie et de la prospérité économique. L'estimation initiale des coûts s'élevait à 50 milliards de dollars. Cependant, en 2014, les dépenses réelles avaient dépassé les 200 milliards de dollars. Des milliards de capitaux américains pour la reconstruction uniquement. La production de brut, plus de 2 décennies après, n'a toujours pas pu, de manière fiable, dépasser ces niveaux de référence d'avant-guerre. La production de l'Irak se chiffre à approximativement 4 millions de barils par jour. Ce volume représente comparable à son volume de production de 2022. La tentative de reconstruction irakienne a périclité, non par une carence de capitaux, mais bien plutôt en raison du fait qu'il est impossible de rétablir des structures fondamentales au sein d'un vide sécuritaire omniprésent en l'absence de toute gouvernance légitime, où chaque dollar investi s'est transformé en un aimant pour les opportunistes et les prédateurs. L'épisode afghan de 2001 à 2021, une dotation en ressources distinctes des minéraux et non du pétrole, mais un paradigme opérationnel identique. Les États-Unis interviennent suite au 11 septembre, s'engagent dans un vaste programme de reconstruction nationale du pays. Un montant dépassant les 145 milliards de dollars fut alloué au
efforts de reconstruction. L'administration afghane n'est pas parvenue à garantir une souveraineté territoriale effective au-delà de la capitale Kaboul. En conséquence, les accords de reconstruction disiguent les flux de capitaux vers un réseau de sous-traitants, des entités qui ensuite ont reversé des paiements illicites, une forme de rente de protection directement aux factions insurgées. Août 2021 a marqué le retrait américain. Ce point d'inflexion critique a vu l'appareil d'État afghan subir un effondrement précipité en l'espace stupéfiant de 11 jours. Chaque cadre institutionnel minutieusement érigé sur 2 décennies se dissipe dans l'obsolescence. Reconstituer un État devient un défi insurmontable lorsqu'il manque fondamentalement une mémoire institutionnelle fondamentale, un appareil de sécurité unifié, un monopole légitime de la force et toute capacité fiscale viable. Libye 2011. Une intervention de l'OTAN culmine avec l'éviction de Muammar Kadhafi. La Libye dispose d'environ 48 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées, spécifiquement du brut léger et doux de qualité marchande supérieure. À la suite de l'intervention, la Libye s'est fragmentée en un paysage d'autorités gouvernementales concurrentes. Des groupes paramilitaires ont pris le contrôle d'infrastructures pétrolières vitales. La production de brut a connu un déclin catastrophique, chutant de 1,6 million de barils par jour à un point bas de 200 000. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, la Libye persiste dans sa division entre administrations gouvernementales rivales. Bien que la production pétrolière ait partiellement rebondi à environ 1 million de barils par jour, les entreprises étrangères évoluent dans des conditions d'instabilité opérationnelle profonde et la reconstruction nationale complète reste indéfiniment bloquée. Le schéma historique se répète, intervention extérieure, promesse de dividendes de ressources, vide institutionnel subséquent et l'échec inévitable de la reconstruction étatique. Nous allons maintenant appliquer ce cadre analytique à la situation contemporaine au Venezuela. Le Venezuela transcende le domaine d'une simple étude de cas hypothétique. Sa trajectoire économique et politique actuelle le positionne déjà fermement dans les étapes 4 à 6 de ce cadre établi. Décortiquant les réalités opérationnelles actuelles qui se déploient en janvier 2026, un moment charnière pour la survie économique. Le vide sécuritaire émerge, un précurseur d'instabilité systémique. Le régime de Maduro s'est effondré. La question cruciale se pose, qui commande désormais l'État vénézuélien fracturé? L'armée nationale, de toute évidence, n'exerce plus de contrôle. Son intégrité institutionnelle a été systématiquement érodée par une corruption endémique et une politisation omniprésente, pas plus que les forces de police nationales. Leur efficacité opérationnelle est compromise par des mois de salaire impayés, une défaillance économique majeure. L'autorité réelle réside désormais auprès des colectivos, des organisations paramilitaires historiquement entraînées par les groupes de guérilla colombiens, les FARC et l'ELN. Ces entités sont loin d'être des milices amateurs armées de pistolets rudimentaires. Leurs capacités opérationnelles sont le résultat direct d'une formation militaire professionnelle. Maîtrisant les tactiques de combat avancées, ces groupes affirment le contrôle, les quartiers urbains et appliquent systématiquement des mandats politiques. Ils constituent de fait l'autorité dirigeante sur les territoires où l'appareil étatique formel a cessé de fonctionner efficacement. Historiquement, l'administration Trump a officiellement désigné le cartel de Los Soles, un réseau clandestin de hauts responsables militaires profondément impliqués dans des opérations de narcotrafic comme une organisation terroriste étrangère. En novembre 2021, une reclassification financière et sécuritaire critique. L'appareil de sécurité nationale du Venezuela est fondamentalement imbriqué dans une entreprise criminelle omniprésente, constituant une vulnérabilité économique systémique. La présidente par intérim Delcy Rodriguez fait face à un carrefour décisif, un dilemme insoluble. Désarmer la myriade de collectifs armés risque de déclencher un conflit civil de grande ampleur. Pourtant, une gouvernance efficace est inatteignable tant que ces factions persistent. La reconstruction économique, préalable à la stabilité, exige la sécurité. Cette sécurité, à son tour, nécessite le désarmement de ces groupes. Un tel désarmement, cependant,
dépend d'une capacité étatique robuste, une ressource actuellement absente. Ceci résume le paradoxe fondamental. Un État fonctionnel est indispensable pour la reconstruction même des institutions étatiques. La craie trompe du secteur pétrolier, de réserves déclarées de 300 milliards de barils. Ce chiffre semble extraordinaire. Permettez-moi d'en élucider les véritables implications economics. Le pourcentage stupéfiant de 65% du pétrole vénézuélien est constitué de brut extra lourd, une substance visqueuse semblable à de la mélasse chargée de soufre élevé et d'une teneur élevée en métaux. Par conséquent, il ne peut être transporté via des pipelines sans un traitement amont extensif. Ceci nécessite soit l'injection de vapeur dans les réservoirs souterrains, soit la dilution du brut avec des hydrocarbures plus légers directement sur les installations de production elles-mêmes. Le Venezuela manque du capital nécessaire pour entreprendre une telle entreprise. De plus, sa production actuelle de pétrole brut s'élève à 800 000 barils par jour. À titre de comparaison, les niveaux de production maximaux dans les années 1990 qui atteignaient 3,5 millions. Cela représente une chute vertigineuse de 77%. Ce déclin précipité n'est pas dû à l'épuisement des réserves de pétrole, mais plutôt à la désintégration de l'infrastructure critique nécessaire à son extraction, qui s'est complètement désintégrée. L'analyse de JP Morgan prévoit qu'une restauration complète de la production pétrolière vénézuélienne exigerait un investissement annuel de 100 milliards de dollars sur une décennie. Cela représente un investissement cumulé totalisant 1000 milliards de dollars. Début janvier 2026, le président Trump a réuni les principaux dirigeants des compagnies pétrolières. Darren Woods, PDG d'Exxon, a qualifié sans équivoque le Venezuela de territoire non investissable. L'obstacle n'est pas une pénurie de réserves d'hydrocarbures, mais plutôt l'absence d'un gouvernement fonctionnel, le manque de contrats exécutoires et un cadre juridique incapable de protéger contre l'expropriation d'actifs. Năm 2017, Hugo Chavez à Concha ConocoPhillips và ExxonMobil a cédé leur participation dans les entreprises pétrolières vénézuéliennes. ConocoPhillips a par la suite obtenu une sentence arbitrale internationale de 9,3 milliards de dollars. Le Venezuela n'a jamais honoré ce jugement. Quelle incitation rationnelle existe pour qu'une entreprise engage des milliards de capitaux aujourd'hui? La solution proposée par l'administration Trump, un contrôle direct des États-Unis sur les flux de revenus qui en découlent. Le président Trump a déclaré que le Venezuela transférerait 30 à 50 millions de barils de pétrole brut sanctionnés sous la supervision des États-Unis. Le département de l'énergie commercialiserait ensuite ces barils, tous les bénéfices étant versés sur des comptes contrôlés par les États-Unis. Cela ne constitue pas un financement de reconstruction, mais plutôt une saisie manifeste d'actifs opérant sous le couvert d'une tutelle. Et voici le dilemme financier crucial. Même si la production pétrolière devait rebondir, où irait finalement le capital généré? Directement dans l'abîme de la dette souveraine. Les obligations financières du Venezuela ont atteint le montant colossal de 200 milliards de dollars. Cela représente un ratio dette và PIB à la marque de 200%. Une somme considérable de 128 milliards de dollars de ce montant est issue d'euro-obligations émises par l'État vénézuélien et son conglomérat pétrolier PDVSA. En outre, 21 milliards de dollars supplémentaires représentent des paiements d'intérêts accumulés et non honorés. Parmi ces principaux créanciers, ít nhất 3 milliards de dollars sont dus à la Chine, 2,9 milliards à la Russie et 5 milliards à des institutions financières multilatérales comme la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement. Ce qui complique davantage la situation, ce sont les fonds vautours, des fonds spéculatifs qui ont acquis des obligations vénézuéliennes pour seulement 10 cents par dollar et qui poursuivent désormais agressivement le remboursement intégral. En novembre 2025, Amber Energy a acquis Citgo, le complexe de raffinage stratégique vénézuélien basé aux États-Unis, autrefois considéré comme son joyau de la couronne, pour 5,9 milliards de dollars par le biais d'une vente aux enchères ordonnée par un tribunal.
Bien que le gouvernement intérimaire du Venezuela ait dénoncé la vente comme frauduleuse, Citgo a été irrémédiablement perdu. Imaginez-vous maintenant en tant que société pétrolière étrangère. Un montant substantiel de 10 milliards de dollars est investi pour restaurer les capacités de production pétrolière une fois que les revenus pétroliers commencent à affluer. La question cruciale devient alors, où ces fonds sont-ils dirigés? Les destinations potentielles incluent le service de la dette, l'aide humanitaire et les investissements vitaux dans les infrastructures. Chaque dollar de revenus pétroliers est soumis à une myriade de revendications concurrentes. Celles-ci incluent les détenteurs d'obligations avec des sentences arbitrantes, les obligations de la dette bilatérale chinoise, les prêts russes, les urgences humanitaires pressantes, les réparations critiques du réseau électrique et les programmes de rapatriement pour 7,7 millions de Vénézuéliens déplacés. La restructuration de la dette souveraine à la suite d'un défaut de paiement est typiquement une entreprise de plusieurs années. Le défaut de paiement de l'Argentine en 2001, par exemple, n'a été entièrement résolu qu'en 2016, une épreuve prolongée de 15 ans. La restructuration de la Grèce en 2012 a exigé une intervention substantielle de l'Union européenne, des prêts importants du FMI et des annulations massives de dettes. Il est crucial de noter que le Venezuela ne possède aucune infrastructure de soutien comparable. Le Fonds monétaire international notamment n'accorde actuellement pas de plan de sauvetage. L'Union européenne dans son architecture financière révèle une absence notoire de coordination entre ses créanciers. Les États-Unis, par une démarche unilatérale, s'approprient des flux de revenus. Les modèles économiques conventionnels post-conflit prévoient que la monétisation des ressources, et plus spécifiquement les revenus pétroliers, alimente directement le Trésor national pour financer les dépenses de reconstruction ultérieures. Or, la réalité fiscale contemporaine du Venezuela impose une trajectoire divergente. Les recettes pétrolières sont acheminées vers des comptes administrés par les États-Unis, principalement pour le service de la dette souveraine, ne laissant, le cas échéant, que des fonds résiduels. Si les obligations de la dette souveraine venaient à absorber intégralement l'ensemble des revenus pétroliers, une question cruciale se poserait alors. Quels mécanismes fiscaux soutiendraient les efforts de reconstruction nationale? L'illusion d'un renversement démographique de masse. Un nombre stupéfiant de 7,7 millions de citoyens vénézuéliens ont entrepris une migration vers l'extérieur. Cela représente un quart de la population nationale, désormais dispersée en Colombie 2,8 millions, au Pérou, en Espagne et largement à travers l'Amérique latine et d'autres destinations mondiales. Les responsables de l'administration Trump ont fréquemment cité le modèle israélien comme précédent politique. Israël déploie des incitations fiscales ciblées pour encourager le rapatriement de sa diaspora, notamment une exemption d'impôt sur le revenu d'une décennie et des taux d'imposition nuls pour les résidents de retour en 2026 et 2027. Une distinction fondamentale réside cependant dans la capacité étatique établie d'Israël, caractérisée par un gouvernement fonctionnel, un appareil de sécurité robuste, le respect de l'état de droit et une économie viable. Inversement, le Venezuela ne possède actuellement aucun de ces piliers institutionnels fondamentaux. Theo calcul économique rationnel, anh s'y thuê un ingénieur vénézuélien professionnellement établi à Madrid, jouissant d'une sécurité personnelle et d'une éducation de qualité pour ses enfants, à retourner au Venezuela pour une incitation fiscale que l'État, de manière manifeste, n'a pas la capacité d'appliquer. Un rapatriement réussi à grande échelle est subordonné à des améliorations vérifiables en matière de sécurité personnelle, d'opportunités d'emploi, de services publics essentiels et de stabilité macroéconomique de la monnaie. Actuellement, aucune de ces conditions préalables essentielles n'est remplie. Les données historiques empiriques sur la migration de retour post-conflit démontrent constamment que les retours significatifs ne commencent qu'après et non avant les périodes de stabilisation nationale. Même dans de telles conditions stabilisées, la migration de retour demeure hautement sélective, motivée par des facteurs tels que le capital humain spécialisé, les liens familiaux ou un profond engagement nationaliste. Un rapatriement de millions de personnes à grande échelle reste, au mieux, une perspective décennale si tant est qu'il se concrétise un jour.
Ce défi démographique est aggravé par une catastrophe infrastructurelle en cours. La sécurité énergétique nationale du Venezuela repose de manière critique sur une unique installation hydroélectrique, le barrage de Guri, qui fournit 80% de l'énergie électrique du pays. Construite dans les années 1960, sa capacité de conception originale était calibrée pour une population nettement moins nombreuse et il a souffert d'un sous-entretien chronique pendant plusieurs décennies. Août 2024 a été le théâtre de deux pannes systémiques du réseau électrique. L'incident initial a affecté 12 États, tandis que l'événement subséquent a plongé plus de 20 États dans l'obscurité, laissant Caracas sans électricité pendant 12 heures et les régions occidentales pendant 20 heures. Une absence totale d'approvisionnement électrique paralyse les services essentiels. La purification de l'eau cesse, la réfrigération tombe en panne et les réseaux de communication s'effondrent. Des recherches historiques indépendantes révèlent qu'une organisation non gouvernementale surveillant les troubles sociaux au Venezuela a enregistré 416 manifestations publiques découlant de pannes d'électricité pour la seule année 2023. Considérez le défi d'attirer les capitaux étrangers. Établissez vos opérations industrielles au Venezuela où l'électricité est régulièrement indisponible pendant des périodes de 20 heures. La simple restauration de l'infrastructure électrique avant même d'envisager les routes, les services d'eau, les établissements de santé et les institutions éducatives représente une dépense de plusieurs milliards de dollars. De quelles réserves financières un tel investissement serait-il tiré? Les revenus pétroliers du Venezuela sont largement grevés par les créances des créanciers. Les comptes financiers sous juridiction américaine servant principalement les objectifs géopolitiques des États-Unis. Le pétrole brut de la nation présente des défis de raffinage importants. C'est une variété extra lourde, chargée d'une teneur élevée en soufre et de concentration métallique élevée, nécessitant une dépense énergétique substantielle pour son extraction. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de méthane provenant des opérations pétrolières vénézuéliennes dépassent la moyenne mondiale d'un facteur de 6, tandis que l'intensité du torchage est 10 fois supérieure aux références internationales. Le lac Maracaibo, soumis à un siècle de forage intensif, est l'un des écosystèmes les plus gravement contaminés par le pétrole de la planète, avec près de 200 incidents de déversement enregistrés uniquement entre 2016 et 2021. Les chiffres ne représentent que les occurrences officiellement documentées. Au cours des 2 dernières décennies, le Venezuela a connu la déforestation de 2,6 millions d'hectares de sa canopée arborée, une étendue équivalente à la superficie géographique du Vermont. Actuellement, l'administration Trump cherche à accélérer l'extraction, à optimiser le rendement et à saturer le marché mondial avec cette matière première. Quelle entité est chargée de superviser le respect des réglementations environnementales qui portent la responsabilité de l'ordonnancement et de l'exécution des efforts de remédiation environnementale? Que mécanisme financier est désigné pour financer la vaste remédiation requise pour un siècle de dégradation environnementale accumulée? La dure réalité, c'est qu'il n'existe aucune partie responsable. Une trajectoire historique constante se dessine. Exploitation agressive des ressources, suivie d'un vide institutionnel, culminant en une destruction écologique généralisée. Lors de la présentation de cette analyse, une réfutation fréquente rencontrée est l'affirmation « Les circonstances actuelles sont uniques ». Leur argument repose souvent sur les valorisations actuelles du marché du pétrole brut. Des prix du pétrole élevés sont censés générer des ressources fiscales accrues pour les initiatives de reconstruction nationale. Un autre point de référence courant est l'avancement des capacités technologiques. Les méthodologies d'extraction avancées ont fondamentalement modifié le calcul coût-bénéfice de la récupération des ressources. Les partisans invoquent souvent la volonté politique comme facteur décisif. L'engagement de l'administration actuelle est inébranlable, contrastant fortement avec les désengagements géopolitiques antérieurs tels le retrait irakien. Permettez-moi de confronter directement ces affirmations. La fallacie économique dominante suggère que les valorisations du pétrole brut sont la panacée à tous les problèmes systémiques. Paradoxalement, le déclin précipité de la production vénézuélienne s'est produit au milieu du prix du marché du pétrole brut historiquement élevé. De 2000 à 2004, le prix de référence du brut a constamment dépassé les $100 le baril. Pourtant,
la production a poursuivi sa trajectoire descendante. La raison fondamentale, des prix élevés des matières premières ne peuvent pas corriger des infrastructures délabrées, une incompétence managériale généralisée ou une décadence institutionnelle profonde. Un baril de brut, même à $80, n'a aucune valeur intrinsèque si la chaîne logistique et opérationnelle, extraction, transport et raffinage est compromise. Les avancées technologiques rationalisent indéniablement le processus d'extraction. Cela est vrai principalement pour les réserves d'hydrocarbures conventionnels. Le brut ultra lourd du Venezuela nécessite des processus énergivores comme l'injection de vapeur ou une dilution significative pour sa viabilité. Ces défis ne sont pas seulement technologiques, ils représentent de profondes dépenses en capital et des déficiences opérationnelles. L'exploitation réussie des ressources exige une infrastructure robuste, une maintenance continue rigoureuse, une main-d'œuvre qualifiée, des réseaux électriques fiables et des protocoles opérationnels stricts. Malheureusement, le Venezuela ne possède actuellement aucun de ces prérequis fondamentaux. La prouesse technologique ne peut compenser la fragilité institutionnelle. L'affirmation est que l'engagement géopolitique américain opère selon un paradigme distinct. Un examen critique des précédents historiques révèle un récit différent. L'Irak, un engagement de 2 décennies coûtant 200 milliards de dollars, reste profondément instable. De même, l'Afghanistan, après 2 décennies et 145 milliards de dollars investis, a connu un effondrement systémique rapide en l'espace de 11 jours. 15 ans après l'intervention, la Libye persiste dans un état de fragmentation politique, sa gouvernance perpétuellement divisée par des factions rivales. Historiquement, les États-Unis ont manifesté une déficience profonde et constante dans l'entreprise complexe de construction étatique. Cette déficience ne découle pas d'une absence de bonnes intentions américaines, mais de l'impossibilité fondamentale de dicter et d'imposer de l'extérieur des structures institutionnelles viables. Les cadres institutionnels authentiques se cristallisent organiquement à partir de règlements politiques indigènes, plutôt que d'être conçus par des plans étrangers. Le Venezuela présente une crise d'une ampleur inégalée, dépassant géographiquement l'Irak, financièrement plus accablé que la Libye et connaissant une désintégration institutionnelle plus profonde que l'Afghanistan. La stratégie proposée par l'administration Trump se concentre sur le contrôle indéfini des revenus pétroliers, même si les créances de la dette souveraine du Venezuela prolifèrent et que les factions paramilitaires consolident leur domination territoriale de facto. Cela ne constitue pas un cadre stratégique viable. C'est plutôt une manifestation d'un impérialisme totalement dépourvu de compétences opérationnelles. Les annales historiques démontrent constamment que cette fois-ci n'est jamais différente. Les mécanismes sous-jacents sont invariablement identiques. La malédiction des ressources, l'effondrement institutionnel systémique, l'intervention étrangère, les promesses de reconstruction non tenues, l'escalade des créances de la dette, un vide sécuritaire omniprésent et finalement l'échec systémique. Ce schéma cyclique est absolu. Compte tenu de cette trajectoire historique, quel avenir se dessine? Nous délimitons 3 scénarios distincts, chacun dépourvu de perspectives positives. Notre analyse commence par le scénario 1. Une période prolongée de stagnation économique et sociale. Les dépenses initiales de reconstruction sont engagées. La production pétrolière pourrait connaître une augmentation modeste, atteignant potentiellement 1,2 million de barils par jour sur une période de 3 ans. Le fardeau du service de la dette consomme de manière disproportionnée les revenus générés par la nation. Toute avancée dans les infrastructures critiques s'avère nette que marginale. La situation sécuritaire prévalente continue d'être intrinsèquement précaire. Une structure sociétale distincte à 2 niveaux se cristallise. Les expatriés pétroliers étrangers et l'élite vénézuélienne séquestrée dans des complexes fortifiés et autonomes, équipés de leur propre production d'énergie. Insensitivement, la population au sens large reste embourbée dans un état perpétuel de crise socio-économique. La diaspora vénézuélienne substantielle, forte de 7,7 millions de personnes, persiste largement en exil. Alors qu'une cohorte limitée de professionnels qualifiés pourrait revenir pour des rôles à haute rémunération dans le secteur pétrolier,
un effort national de rapatriement complet ne parvient pas à se concrétiser. Le Venezuela se transforme effectivement en un pupille permanent de l'intervention internationale, maintenant une façade de souveraineté tout en étant fonctionnellement administré par des puissances extérieures. Fait frappant, cette sombre perspective constitue la projection la plus optimiste parmi les scénarios disponibles. Scénario 2. L'accélération rapide de l'effondrement systémique. Les efforts de reconstruction post-conflit s'avèrent nettement inférieurs aux projections initiales. Simultanément, des factions politiques rivales contestent agressivement la légitimité du gouvernement provisoire. Des groupes armés irréguliers, les collectivos, refusent obstinément de se démobiliser. Le climat de violence généralisée s'intensifie de manière spectaculaire. Les firmes énergétiques multinationales procèdent à un retrait généralisé. En conséquence, la production de pétrole brut stagne ou connaît un déclin accéléré. Les obligations de la dette souveraine de la nation restent en défaut perpétuel. Concurremment, l'émigration des citoyens vénézuéliens s'intensifie. La population nationale se contracte en dessous du seuil des 20 millions. L'État entre ensuite dans un déclin terminal caractérisé par une boucle de rétroaction auto-entretenue, de contraction démographique, de déliquescence institutionnelle et d'insécurité généralisée, cimentant l'échec systémique. Le Venezuela se transforme effectivement en la Somalie de l'hémisphère occidental, une entité géopolitique possédant des frontières territoriales définies, mais totalement dépourvue d'un appareil étatique fonctionnel. Scénario 3. La reconfiguration autoritaire. Une figure singulière et puissante, peut-être un général militaire ou un civil bénéficiant d'un solide soutien des forces armées, prend le contrôle, articulant des promesses de ordre et reconstruction nationale, obtenues en écrasant de manière décisive les groupes armés irréguliers par une force écrasante, établit un appareil de répression étatique efficace et négocie d'importants allègements de dettes en tirant parti de la menace crédible de punir et des fausses souveraines perpétuelles. Concurremment, la production d'hydrocarbures connaît une reprise sous gestion militaire directe. Le Venezuela évolue vers un régime autoritaire de facto, stratégiquement aligné sur les intérêts géopolitiques des États-Unis et atteignant une certaine fonctionnalité économique, mais politiquement non libre. Cette trajectoire représente en fait la conclusion la plus courante pour les efforts de reconstruction d'États défaillants, ne culminant pas en une gouvernance démocratique et une prospérité généralisée, mais plutôt dans l'établissement d'un pacte autoritaire renouvelé. L'efficacité du plan Marshall découlait de la mémoire institutionnelle d'Europe et de l'Europe. La remarquable résilience du Japon après-guerre était étayée par son appareil bureaucratique hautement compétent et sa culture sociétale coopérative profondément enracinée. Le Venezuela, malheureusement, ne possède aucun de ses attributs fondamentaux essentiels. Au lieu de cela, ses caractéristiques déterminantes sont de vastes réserves d'hydrocarbures, une dette souveraine paralysante, des organisations paramilitaires omniprésentes et la menace persistante d'une intervention étrangère. Ce schéma historique s'est manifesté dans de nombreux contextes géopolitiques. Il est sur le point de se reproduire encore une fois. Le 3 janvier 2026, date de la capture de Maduro, a déclenché un compte à rebours financier d'une importance capitale. L'administration Trump dispose d'une fenêtre d'opportunité stratégique de peut-être 18 à 24 mois, tout au plus, avant que l'élan de la reconstruction ne s'essouffle inévitablement. Si les revenus pétroliers ne parviennent pas à se transformer rapidement en amélioration tangible de la sécurité et en services publics fondamentaux et en opportunités d'emploi solides au cours de cette période définie, l'ensemble du projet est voué à un échec inéluctable. Les décisions de rapatriement de la diaspora vénézuélienne sont fondamentalement tributaires des conditions observables présentées au cours de la première année. Si une récurrence de panne de courant généralisée, une insécurité croissante et une prolifération d'engagements non tenus persistent, leur expatriation devient irréversible. Les sociétés pétrolières internationales procèdent à des évaluations continues et rigoureuses des risques politiques. Si le climat d'investissement du Venezuela reste prohibitif jusqu'en 2027, alors les capitaux d'investissement seront inévitablement détournés vers d'autres marchés mondiaux. Des marchés concurrents tels que le Nigeria, le Guyana et le pétrole de schiste américain absorbent ce capital,
Parallèlement, le rang des créanciers se multipliera. Pour chaque mois où le Venezuela retarde une restructuration complète de sa dette, les intérêts s'accumulent de manière exponentielle, les recours juridiques prolifèrent et le fardeau de la dette souveraine devient mathématiquement intenable. L'impératif de reconstruction nationale englobant la stabilisation de la sécurité, la restauration de la production pétrolière, la résolution de la dette, les services publics essentiels et le rapatriement de la diaspora doit se concrétiser avec célérité ou il ne se matérialisera pas du tout. Et, éclairé par chaque précédent historique, chaque étude de cas analogue et chaque schéma discernable méticuleusement examiné, sa réalisation réussie est sans équivoque exclue. Le Venezuela est sans équivoque destiné à ne pas émerger comme le Dubaï de l'Amérique du Sud. Au lieu de cela, il rejoindra malheureusement les rangs de l'Irak et de la Libye, servant d'une autre étude de cas frappante, démontrant comment une richesse abondante en ressources, lorsqu'elle est dépourvue de cadre institutionnel robuste, précipite invariablement un échec systémique perpétuel. Ce schéma historique est manifestement immuable. L'affirmation d'un exceptionnalisme dans ces circonstances s'avère constamment infondée. Abonnez-vous dès maintenant, car l'analyse à venir dévoilera les 3 indicateurs économiques précis qui signaleront définitivement si la reconstruction du Venezuela progresse vers le succès ou s'enfonce dans l'effondrement. Ces indicateurs sont empiriquement quantifiables. Leurs implications sont irréfutables et leurs trajectoires sont déjà en mouvement. Activez la cloche de notification. Cette intelligence financière capitale exige votre examen le plus scrupuleux avant que la fenêtre d'opportunité stratégique ne se referme de manière irrévocable. Une redistribution colossale du capital mondial est désormais inéluctable. L'interrogation centrale demeure: qui saura s'emparer stratégiquement de ces actifs et qui sera voué à la déroute économique?